avec un porte-avions américain déjà positionné près de l'Iran et un autre en route. Le président Trump ne négocie pas seulement en position de force, il négocie avec une arme chargée sur la table. Lorsqu'il affirme qu'un changement de régime serait la meilleure chose possible, la véritable question n'est pas de savoir si. Téhéran écoute, c'est de savoir si la décision a déjà été prise. Jérusalem, Init commence maintenant. Bienvenue de retour sur JNS TV. Alex, tu es de retour en Israël après un voyage éclair à Washington, D.C. pour couvrir la 7e rencontre entre le premier ministre Netanyahou et le président Donald Trump. C'était unique d'attendre ici une conférence de presse ou une grande annonce qui n'a finalement pas eu lieu. Alex, raconte ton voyage. Eh bien, tu attendais cela, nous aussi nous attendions. C'était un voyage unique. Et le fait est que, d'abord, le voyage était prévu pour la semaine prochaine. Et puis, il a été avancé rapidement, où il semblait que Netanyahou se précipitait à Washington, alors qu'il devenait de plus en plus clair que le président était sérieux à propos d'engager une négociation avec l'Iran. Habituellement, lors de ces voyages, un point presse a lieu avant que le premier ministre embarque, a-t-il indiqué. Il a dit quelques mots. Mais ensuite, quand on arrive à Washington, il y a le plus souvent une séance photo. Lorsque le premier ministre arrive à la Maison-Blanche, d'habitude, il est accueilli par le président à la porte de l'aile ouest. Cela n'a pas eu lieu. Le premier ministre est passé du côté sud de la Maison-Blanche, tandis que les médias attendaient assis du côté de l'aile ouest. Souvent, une conférence de presse est prévue après la réunion, et même s'il n'y avait pas de conférence de presse prévue à l'avance après la réunion. Très souvent, le président des États-Unis, qui aime s'adresser à la presse, invite les journalistes à entrer. Et rien de tout cela ne s'est produit pendant les 36 heures complètes où nous étions sur place. Nous n'avons pas vu le premier ministre, nous n'avons pas vu le président des États-Unis, jusqu'à ce que le premier ministre arrive à la base aérienne d'Andrew pour remonter dans l'avion. Et là, il a fait quelques déclarations, mais nous n'avons vu ni le président ni le premier ministre sur place pendant tout le voyage. Je veux vous demander pourquoi, mais d'abord, regardons cet extrait des commentaires de Netanyahou en remontant dans l'avion après son voyage à Washington. Je viens de terminer une visite courte mais importante à Washington lors d'une conversation avec notre grand ami, le président Trump. Il y a entre nous une relation très étroite, très authentique et très ouverte. Les discussions ont porté sur plusieurs sujets, mais surtout sur le dossier iranien. Le président pense que les Iraniens ont déjà compris s'ils ont affaire. Il pense que les conditions qu'il crée et le fait qu'ils sachent avoir commis une erreur en ne concluant pas d'accord pourraient permettre d'obtenir un bon accord. J'aimerais avoir votre avis. Je ne vous cacherai pas que j'ai toujours été sceptique quant à la possibilité de parvenir à un quelconque accord avec l'Iran, mais j'ai dit que si un accord devait effectivement être conclu, il devrait inclure des éléments qui sont très importants pour nous, pour Israël, et à mon avis, pas seulement pour Israël. Il ne s'agit pas seulement du nucléaire, mais aussi des missiles balistiques et des mandataires iraniens. Alors, Alex, voilà le premier ministre de l'État d'Israël. Explique pourquoi. C'est son 7e voyage. Aucune déclaration à la presse. Que se passe-t-il ici? Eh bien, je pense qu'il y a en fait un parallèle entre le premier ministre qui se rend à Washington maintenant et le président des États-Unis qui s'apprête à entamer des négociations avec l'Iran. Et lorsque le premier ministre s'est rendu au Congrès en 2015 pour s'opposer à la décision du président Obama d'entrer dans le JCPOA, l'accord nucléaire initial avec l'Iran. Il y a beaucoup de parallèles, mais aussi beaucoup de différences. Le premier ministre Netanyahou s'oppose à tout accord conclu avec le régime iranien. Il ne croit pas qu'un accord avec le régime iranien concernant leur programme nucléaire vaille le papier sur lequel il est écrit, et nous avons toutes les raisons de croire qu'il ne vaut pas le papier sur lequel il est écrit. Les Iraniens sont signataires du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, et cela ne les a pas empêchés de développer des armes nucléaires. Ils cachent tous leur progrès à l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, puis ils ont signé avec Obama le JCPOA, l'accord nucléaire iranien, et nous savons qu'ils ont continué à développer clandestinement des armes nucléaires alors qu'ils étaient, par leur propre signature, empêchés de le faire. Mais ici, ce que vous voyez, c'est que le président des États-Unis a considéré cela comme un affront majeur. Lorsque Netanyahou est venu s'adresser au Congrès en 2015, Obama était furieux que Netanyahou vienne s'opposer à l'accord nucléaire iranien, même si cet accord avait un impact existentiel sur la sécurité d'Israël.
Et ici, le président Trump, le président des États-Unis, il dit « Oui, nous allons essayer d'entrer en négociation. Nous préférerions, pour de nombreuses raisons, une négociation avec l'Iran plutôt qu'une intervention militaire. Mais je veux entendre ce que vous avez à dire, je veux voir vos renseignements, je veux savoir si vous croyez que l'Iran continue de développer des armes nucléaires. Je veux savoir ce que vous dites au sujet de l'Iran qui continue de développer son programme balistique, que Israël considère comme une autre menace existentielle en plus de la menace nucléaire. Nous voulons savoir quelles informations vous avez sur l'Iran qui tue ses civils lors de manifestations contre le régime. Et je pense que ce président a toujours voulu entendre les points de vue du Premier ministre sur ce qui se passe. Et vous voyez, et nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, qu'il y a différents camps au sein de l'administration Trump. D'un côté, nous en avons parlé, vous avez Trump lui-même, vous avez Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État, vous avez Pete Hegseth, secrétaire à la guerre ou secrétaire à la défense, toutes sortes de personnes alignées ensemble avec l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, tous alignés sur la façon dont les choses devraient fonctionner. Et la relation entre Israël et les États-Unis et entre les États-Unis et l'Iran, ainsi qu'avec les autres groupes terroristes dans la région. Ensuite, de l'autre côté, vous avez Jared Kushner et Steve Witkoff qui mènent ces négociations. C'était eux qui menaient les négociations avec le Hamas et Gaza. Ils partent et ils mènent les négociations avec la Russie et l'Ukraine. Maintenant, ils mènent les négociations avec les Iraniens et le président leur fait confiance, mais il veut aussi savoir si les informations qu'il lui rapporte, si elles concordent, si elles correspondent aux informations que le premier ministre Netanyahou et son administration apportent. Donc, le président veut savoir exactement ce que le premier ministre en pense. Et je pense que le Premier ministre a été très clair sur les conditions d'un accord, sur ce qu'elles devraient être. Il affirme dans cet extrait, comme vous l'avez vu, son scepticisme quant à la possibilité d'un accord avec l'Iran. Je pense que ce qui était important pour Netanyahou aussi, c'était de comprendre, d'accord, quel est votre calendrier ici? Vous voyez? D'accord, vous allez essayer de dialoguer avec ces gens. Ils ne sont probablement pas prêts à signer un accord. Alors, quel est ce calendrier? À quoi cela va-t-il ressembler? Et que se passe-t-il si les négociations avec l'Iran échouent? Donc, Alex, en même temps que la deuxième série de négociations, il semble qu'elle pourrait avoir lieu. J'ai entendu dire qu'en Suisse, peut-être cette semaine, entre les Américains et l'Iran. Je viens de voir cela il y a quelques minutes à la télévision israélienne. Tu as l'USS Gerald Ford, qui est le plus grand porte-avions du monde, en route vers la région. Et La personne que tu n'as pas mentionnée était J.D. Vance, parce qu'on lui a aussi posé la question au milieu de ces discussions entre Netanyahou et Trump sur le régime en Iran, et il a dit qu'il préférait que le peuple iranien renverse lui-même le régime. Cela dit, ce week-end, le président Trump a essentiellement appelé à un changement de régime en Iran. Regardons cet extrait. Alex, il semble que ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver. Pendant 47 ans, ils n'ont fait que parler encore et encore. Pendant ce temps, nous avons perdu beaucoup de vies pendant qu'ils parlaient, et des jambes arrachées, des bras arrachés, des visages arrachés. Une puissance énorme est arrivée, et une puissance supplémentaire, comme vous le savez. Un autre porte-avions va bientôt partir, donc nous allons le voir maintenant. Si nous pouvions régler cela pour Watson, pour tout le monde, ce serait bien. Quoi, lequel tu veux affronter? Je ne veux pas en parler. il y a des gens... Alors Alex, lequel est-ce? Est-ce que ce sont les gens d'Iran qui doivent renverser le régime ou est-ce les États-Unis qui les soutiennent? Qu'est-ce qui va se passer ici? Vous avez Vance d'un côté et puis on dirait que Trump s'aligne peut-être du côté de Hegseth et Rubio et de ce côté du spectre. Eh bien, je pense que Vance n'a pas tort. Vous savez, tout changement de régime devrait venir du fait que le peuple iranien veut renverser le régime. C'est une raison importante. Je veux dire, en ce qui concerne Israël, ce régime doit partir. Je veux dire, ça c'est sûr. Mais le président des États-Unis ne veut pas être perçu comme quelqu'un qui renverse un régime. Parce que le premier ministre de l'État d'Israël dit au président des États-Unis « Hey, j'ai besoin que tu t'occupes d'Al-Khamenei parce qu'on doit faire partir ce type d'ici. » Donc, les manifestations ont été très utiles à l'intérieur de l'Iran parce qu'elles montrent à la communauté internationale ainsi qu'aux citoyens américains que ce sont aussi les Iraniens eux-mêmes qui veulent que ce régime parte maintenant. Ce que nous avons vu au cours du dernier mois ou des 2 derniers mois, c'est que le peuple iranien n'a pas la puissance de feu nécessaire pour provoquer un changement de régime. Lorsque la République islamique, vous savez, sous l'ayatollah Khamenei,
dispose également du Basij et du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne, qui sont essentiellement là pour maintenir leur pouvoir sur la population iranienne. Donc, vous voyez que le président, vous savez, d'un côté, je pense qu'il veut vraiment aider les manifestants, et il l'a dit à plusieurs reprises. Il y a ces tweets célèbres, je ne sais pas si on peut les montrer à l'écran. Il a dit « Nous sommes prêts à agir ». Il a encouragé les manifestants à protester et à annoncer que de l'aide arrivait. Il le sait. Il a dit ces choses, d'accord, et il le sait, et des gens l'ont interpellé à ce sujet. Et je pense que cela pourrait avoir été, je ne peux pas en être certain, mais cela pourrait avoir été une raison. Le président a décidé de ne pas répondre aux questions à la Maison-Blanche, contrairement à son habitude. Netanyahou refuse toujours les questions, mais Trump les accepte généralement. Je pense que Trump ne voulait peut-être pas répondre à des questions comme « Que signifiait l'aide arrive ?» Pourquoi dire aux manifestants d'y aller et protester si vous n'étiez pas prêts à agir? Et nous voyons aussi que le président a envoyé ce qu'il a appelé une belle armada, une armada massive. Et ils envoient le Ford et le Lincoln est déjà là et nous voyons toute la puissance de feu qui est envoyée. Je pense que le président comprend l'influence que les États-Unis exercent. Il comprend la faiblesse du régime iranien en ce moment. Et je pense qu'en tant que maître négociateur, n'est-ce pas, c'est l'auteur de l'art de la négociation. Il veut savoir s'il peut obtenir l'accord négocié qu'il souhaite. Et je pense en fait qu'une partie de l'accord négocié qu'il souhaite est un changement de régime. Il pourrait bien se tourner vers ce régime et dire « Hey, il va y avoir un changement de régime. Vous êtes dehors, c'est certain. Maintenant, la question est « Comment allez-vous partir ?» Vous voulez partir parce qu'on va envoyer des bombardiers B-2 et larguer des bombes anti-bunker sur votre tête? Ou bien allez-vous prendre une rampe de sortie comme celle que j'ai proposée à Maduro à Caracas? Il a refusé de la prendre et il a fini en prison à New York. Ou bien allez-vous prendre la rampe de sortie qu'on a donnée à Bachar el-Assad où il est monté dans un avion et est parti à Moscou? Donc ce sont vos choix, n'est-ce pas? Et il pourrait obtenir un règlement négocié si cela signifie l'absence d'armes nucléaires, la destruction des missiles balistiques ou ne pas tirer sur les manifestants, alors vous êtes exclus. Je crois que le président pourrait accepter cet accord et en tant que meilleur négociateur du capitalisme, il veut voir s'il peut obtenir l'accord en utilisant au maximum l'influence américaine. Sinon, je pense qu'il y a la possibilité d'une frappe militaire américaine et potentiellement conjointe avec Israël en même temps. Je pense qu'il est important de noter que le premier ministre de l'État d'Israël, Netanyahou, a lui aussi de l'influence. Il se peut très bien qu'il dise au président des États-Unis, et il l'a d'ailleurs laissé entendre, qu'il ne sera pas forcément lié par une négociation américaine avec l'Iran. Il pourrait dire « Monsieur le président des États-Unis, vous signez un accord avec eux, c'est entre vous, nous ne sommes pas concernés. » Et si nous voyons que l'Iran représente une menace existentielle pour nous, encore une fois, nous frapperons si nous estimons que c'est dans notre intérêt vital de sécurité nationale. Donc ce levier que Netanyahou possède peut aussi peser lourdement sur les décisions de Trump concernant l'entrée en négociation et ce qui se passera si ces négociations échouent. Donc encore une fois, pour revenir à cette réunion, nous n'avons pas eu de déclaration à la presse ou autre, mais le président Trump continue d'aller à la télévision, de parler aux caméras depuis la réunion avec Netanyahou et il y a seulement quelques nuits, Trump, encore une fois. Je crois qu'il l'a dit une fois à la Knesset lorsque le président était ici lors de sa dernière visite à Soukot au sujet des libérations d'otages, en insistant pour que le premier ministre Netanyahou obtienne une grâce pour le président Isaac Herzog. Il a qualifié Bibi d'incroyable premier ministre, d'excellent premier ministre en temps de guerre et s'est tourné, je pense, directement vers Herzog, pas pour la première fois, en lui disant que ça suffit, le premier ministre Netanyahou mérite une grâce. Regardons cette vidéo. Il a été un excellent premier ministre en temps de guerre, très solide. Nous avons très bien collaboré avec lui. Nous avons eu un immense succès avec l'Iran et tout ce que nous avons fait et il a été extraordinaire en tant que premier ministre en temps de guerre. Ce n'est pas facile. Vous avez un président qui refuse de lui accorder une grâce. Cet homme devrait avoir honte. Une grâce à propos de ce procès en cours. Le président d'Israël, son principal pouvoir, c'est celui d'accorder des grâces et il ne le fait pas. Vous voyez, il a dit. Il l'a accordé 5 fois, mais refuse de le faire, sûrement pour ne pas perdre son pouvoir. Je pense que le peuple d'Israël devrait vraiment le couvrir de honte. C'est honteux de ne pas l'accorder. Il devrait le faire. Voilà la situation. D'après ce que je comprends,
c'est peut-être à cause des commentaires de Trump. Le président Herzog a annoncé jeudi soir que la demande de grâce de Netanyahou est toujours à l'étude juridique. Il reste à voir l'évolution ici. Encore une fois, le président Trump défend le premier ministre Netanyahou. Cela va au-delà de défendre quelqu'un. Vous savez, il s'est tourné vers Herzog à la Knesset. Trump était là, habillé à la Knesset. Il s'est adressé à Herzog. Il a dit « Et vous savez pourquoi ne pas gracier ce type? Il mérite une grâce. » Et puis plus tard, il a envoyé une lettre à Herzog en disant « Vous savez que c'est un grand premier ministre en temps de guerre et qu'il mérite une grâce. » Mais maintenant, il est passé à un autre niveau. Il a déclaré, vous voyez, il a dit que Herzog devrait avoir honte, ajoutant que les Israéliens devraient avoir honte de leur président et que le seul pouvoir de Herzog, l'un des rares pouvoirs qu'il possède, est de gracier des personnes et il refuse d'utiliser le pouvoir qu'il a pour gracier Netanyahou. Je veux dire, c'est clairement un affront envers Herzog. Vous entendez tous les opposants à Netanyahou dire que c'est un affront à la souveraineté de l'État d'Israël de prendre ses propres décisions. Mais le président pense, je crois que vous pouvez voir très clairement que le premier ministre d'Israël doit être gracié parce qu'il ne devrait pas avoir à demander au tribunal s'il peut se rendre aux États-Unis pour rencontrer le président Trump, simplement parce que le tribunal décide qu'il doit témoigner cette semaine-là. Dans des affaires qui traînent depuis plus de 5 ans et qui s'effritent morceau par morceau, encore et encore, prouvant qu'elles ne sont qu'une mascarade de la loi plutôt qu'un respect de la loi. Et peut-être que le président l'a fait parce que l'opposition en Israël essaie d'envoyer des signaux au public israélien et à la communauté internationale que Netanyahou a échoué lors de sa réunion quand il est allé à Washington. Parce que d'habitude, ce que vous voyez, ce sont ces deux dirigeants qui sourient, se serrent la main et disent que les deux régimes, les deux administrations sont unis. Une marche à suivre sur la façon de traiter les problèmes. Mais ici, vous voyez maintenant qu'il pourrait y avoir une divergence d'opinion sur la façon de traiter avec l'Iran. Et donc, au lieu de laisser la presse israélienne essayer de projeter soudainement une sorte de rupture, ce que vous voyez, c'est que le président des États-Unis dit « Non, 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 il n'y a pas de rupture ici ». Comme Netanyahou a été un excellent premier ministre en temps de guerre et il mérite d'être gracié. Et donc essentiellement pour que tous les deux puissent continuer à travailler ensemble. Et un responsable israélien m'a dit en off, il a dit, vous savez, il y a ce conseil de la paix et je pense qu'on en parlera dans 1 minute. Mais ce que vous voyez, c'est qu'il y a aussi un conseil de la guerre. Et les deux commissaires du conseil de la guerre sont le président Trump et le premier ministre Netanyahou, donc ils doivent se rencontrer en face à face. Ils doivent discuter des prochaines étapes de cette guerre et je pense qu'on le voit maintenant, cette guerre, autant qu'on voudrait qu'elle soit terminée, autant qu'on ne voulait pas qu'elle commence, eh bien, elle n'est pas terminée. Il y a une guerre amenée à Gaza, il y a potentiellement une autre guerre amenée dans le sud du Liban et il semble qu'il y aura bientôt à nouveau la guerre en Iran. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que le président n'a fait aucune déclaration pendant que Netanyahou était là. Ce que nous avons vu, ce sont ces extraits le lendemain ou 2 jours après la réunion où le président a déclaré « Vous savez, j'ai effectivement une date limite en tête concernant la durée de ce processus, combien de temps ces négociations devraient durer. » Et il est même allé jusqu'à dire « Je pense que cela prendrait environ 1 mois. » Nous verrons ce qui se passe et serons les premiers informés ici en Israël. Cela nous amène au Conseil de la paix, comme vous l'avez mentionné. La réunion, je crois, est prévue pour le 19 et le Premier ministre Netanyahou, d'après ce que je comprends à ce stade, ne rentrera pas. Je crois que Guidon Sarr représentera l'État d'Israël. Si vous avez vu le tweet sur X, le Conseil de la paix souhaite la bienvenue à Israël comme membre fondateur de notre organisation internationale en expansion. Les rapports officiels indiquent que lorsque le Conseil de la paix se réunira la semaine prochaine, Trump annoncera un plan de financement de plusieurs milliards de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza. Et nous présentons également une liste de pays qui enverront des troupes afin de garantir que, comme il l'a dit à de nombreuses reprises, le Hamas doit aussi être démilitarisé à cette étape. Eh bien, c'était certainement le deuxième sujet le plus important, le plus urgent en discussion.
Et le Premier ministre a bien signé lors d'une réunion séparée qu'il a eue avec le secrétaire d'État Marco Rubio. Vous savez, une lettre affirmant la participation d'Israël au Conseil de la paix et engageant essentiellement Israël envers le Conseil de la paix, et aussi en signant une lettre séparée engageant que la signature de Netanyahou est la seule approbation nécessaire. Donc il n'y avait rien qui devait être soumis au cabinet ou à la Knesset. Sur ce point, Netanyahou a signé un document et a essentiellement engagé Israël envers le Conseil de la paix. Et pour les autres pays, n'est-ce pas? Il n'y a pas vraiment d'enjeu majeur à ce sujet parce que le Conseil de la paix ne traite pas avec ces pays. Ce sont les principes sur lesquels le Conseil de la paix va travailler ici. Israël est l'un des principes parce que le Conseil de la paix a été spécifiquement conçu au départ, mais pas exclusivement. Mais au départ, il s'agissait de résoudre ce conflit entre Israël et le Hamas et Gaza. Et comme vous l'avez mentionné cette semaine, ils vont annoncer ce grand paquet d'aide pour les Gazaouis dans la bande de Gaza. Et je pense que Netanyahou doit se demander, vous savez, eh bien, quelles sont les conditions pour que cette aide puisse commencer à arriver à Gaza? Le Hamas est toujours là. Les estimations sont qu'il dispose de 50 000 à 60 000 mitraillettes avec lesquelles il se déplace. Ils se sont engagés, en gros, à ne pas se désarmer. Ils gardent encore le contrôle sur une grande partie de la bande de Gaza. Ils terrorisent la population là-bas. Et le plan de cessez-le-feu, le plan en 20 points qui a été signé, engage le Hamas à se désarmer et engage la bande de Gaza à être démilitarisée. La question est donc maintenant de savoir dans quelles conditions l'aide peut circuler. Et puis la deuxième partie, c'est de savoir si cette force internationale de stabilisation va être déployée. Et nous avons lu des rapports selon lesquels l'Indonésie, par exemple, pourrait envoyer 8000 soldats à Gaza. Eh bien, quel mandat vont-ils avoir? Vont-ils combattre les terroristes du Hamas qui se cachent parmi la population civile? Seront-ils prêts à risquer leur vie pour lutter contre le Hamas? Il y a de fortes chances que non, que la force internationale de stabilisation n'ait un rôle à jouer qu'après la démilitarisation du Hamas. Et s'ils interviennent en premier, alors la crainte est pour Israël, comme cela s'est produit à de nombreuses reprises. Comme avec la FINUL dans le sud du Liban, cette agence de maintien de la paix de l'ONU qui est entrée dans le sud du Liban pour maintenir la paix entre Israël et le Hezbollah en 2006, que la force internationale de stabilisation va essentiellement servir de couverture au Hamas, comme la FINUL a servi de couverture au Hezbollah, et qu'en réalité, ils vont empêcher Israël d'éliminer le Hamas. Donc, on pourrait penser que si Israël a l'intention ou comprend cela, la seule force capable de désarmer et de démilitariser le Hamas est l'armée israélienne, qu'ils ne voudront pas que la force internationale de stabilisation soit déployée avant la fin de cette opération. Voici, selon moi, les sujets abordés par Netanyahou et Trump. Leur rencontre a duré plus de 3 heures, alors qu'elle devait durer 1h30. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup de questions existentielles à l'ordre du jour de cette réunion. Oui, je suis d'accord, Alex. Je pense que faire venir des troupes étrangères serait une erreur. Israël doit se défendre avec son armée. Nous l'avons répété dans d'autres conflits, seuls les soldats de Tsahal doivent intervenir. Le désarmement du Hamas reste au cœur de la deuxième phase et nous poursuivons ce débat. Et je prends ça avec des pincettes, parce qu'il s'agit d'un rapport du New York Times qui indique que le Hamas pourrait peut-être rendre une partie de ses armes ou quelque chose comme ça. Mais cela étant dit, selon ce rapport, le groupe sera autorisé à conserver, du moins au début, certaines armes légères. Donc encore une fois, on parle de démilitarisation et tout ça. Selon le rapport, même Witkoff, Kouchner et les autres leur permettront au début de conserver des armes légères. Ce n'est donc pas une vraie démilitarisation. Et la grande question, quand on voit des rapports comme celui-ci, c'est qui est la source qui fait fuiter ces informations au New York Times, n'est-ce pas? Et donc, bien souvent, on voit que cela pourrait être des bureaucrates de niveau intermédiaire qui détestent Israël, qui essaient simplement de diffuser des informations, vous savez, afin de créer de la désinformation. Mais il y a aussi eu des rapports non sourcés, suggérant que certains de ces rapports non sourcés pourraient provenir de Witkoff ou de Kouchner eux-mêmes. Qu'eux et leur équipe seraient ceux qui divulguent certaines de ces informations à la presse. Et bien sûr, si le rapport selon lequel Kouchner et Witkoff pensent que le Hamas devrait pouvoir conserver des armes légères, si c'est vrai, cela expliquerait aussi pourquoi Netanyahou doit se précipiter parce qu'il dit « Non, il y a un accord, nous avons signé l'accord, évidemment ».
Israël a signé cet accord parce qu'il voulait récupérer les otages et ils étaient prêts à se retirer de la moitié de la bande de Gaza et à suspendre les combats pour récupérer les otages. Parce qu'évidemment, mener une guerre sera plus facile sur le plan psychologique et pour de nombreuses autres raisons s'il n'y a plus d'otages sur place. Et le premier ministre a donné la priorité au retour des otages et il pensait que les chances de récupérer tous les otages étaient bien plus grandes, uniquement par un accord signé. Donc, il a signé cet accord. Mais ces 20 points, il faut bien comprendre que 17 ou 18 de ces points sont ceux qu'Israël voulait y inclure, y compris que le Hamas soit désarmé. Si le Hamas conserve les armes légères, cela représente la majorité de leur arsenal. Et même si vous revenez au 7 octobre, le Hamas n'a pas attaqué Israël avec des armes nucléaires ou des armes chimiques. Le 7 octobre, ils ont attaqué Israël avec des armes légères, n'est-ce pas? Ils ont perpétré tout ce massacre en utilisant ce qui serait défini ici comme des armes légères. Donc, Israël ne veut à aucun moment voir des armes légères rester entre les mains du Hamas. Et l'idée que le Conseil de la paix ou les États-Unis permettraient cela serait une raison suffisante pour que Netanyahou prenne l'avion pour Washington afin de parler à Trump en face à face. On en parle presque chaque semaine, mais il est important que tout le monde comprenne Israël est toujours en guerre à Gaza avec des soldats de Tsahal sur place. La semaine dernière, vous avez mentionné 53% Tsahal contrôle à Gaza et il y a encore des incidents. J'ai vu hier soir des terroristes sortir d'un tunnel à l'intérieur de Gaza et se diriger vers les positions de Tsahal. Et hier soir, je crois, 2 terroristes ont été éliminés. Cette semaine aussi, un terroriste du Hamas responsable d'un double attentat-suicide meurtrier en 2004 à Beersheva. Il a été éliminé par Tsahal lors d'une frappe précise. Donc cela se produit chaque jour malgré le cessez-le-feu. Parce que ces personnes sortent et essaient d'attaquer des soldats israéliens, elles représentent une menace pour le peuple israélien. Donc Israël doit faire ce qu'il faut, éliminer les méchants. Je pense que la question stratégique ici est de savoir si ce statu quo où Israël agit jour après jour peut durer, détruire les tunnels d'une part et trouver et éliminer les terroristes qui représentent une menace pour Israël ou qui attaquent activement les troupes israéliennes. Si c'est la voie choisie, vous savez, où il n'y a pas d'opération massive, mais Israël continue simplement, lentement, à éliminer le prochain terroriste, puis le suivant dans le tunnel suivant. Ou bien devons-nous envisager une sorte de nouvelle opération? Et si une nouvelle opération a lieu, cela signifierait une mobilisation importante de troupes. Vous verriez à nouveau le Hamas utiliser les civils de Gaza comme boucliers humains. Donc, ils feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer d'augmenter le nombre de victimes civiles. Des dommages collatéraux, pour ainsi dire, parce qu'ensuite, vous auriez à nouveau cette pression dans les médias internationaux, auprès des gouvernements du monde entier, à la Cour pénale internationale, à la Cour internationale de justice. Les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU exercent de plus en plus de pression sur Israël et je pense qu'Israël apprécie en ce moment la signature du cessez-le-feu. On n'entend pas trop de discussions en ce moment sur ce qui se passe à Gaza, que ce soit à cause de la situation en Iran, à cause de ce que font les agents de l'ICE au Minnesota ou ailleurs, ou pour toute autre raison. Les autres sujets sont là. Israël a baissé dans le classement des sujets traités dans le New York Times et ailleurs. Pour Israël, c'est très bien. Donc, je pense que pour Israël, ils ne veulent peut-être pas tout ce qui accompagne une opération renouvelée. Ils préfèrent peut-être cette stratégie stratégique, simplement du coup par coup. Chaque fois qu'un terroriste apparaît, on l'élimine simplement, au lieu de procéder à une mobilisation massive. Mais en même temps, le premier ministre Netanyahou a aussi déclaré à de nombreuses reprises qu'il y aurait une victoire totale à Gaza et il entre aussi en période électorale, donc il pourrait vouloir conclure cette victoire totale. Et la victoire totale inclut le fait de s'assurer que le Hamas soit complètement désarmé et ne représente plus une menace pour Israël, et aussi la coupure de la tête de cette pieuvre terroriste en Iran. Et vous pensez que le Premier ministre voudrait que tout cela soit conclu avant les élections qui sont prévues pour octobre de cette année? La vérité, c'est que cela laisse peu de temps, ce qui explique pourquoi le Premier ministre pourrait se précipiter à la Maison-Blanche pour dire « Hey,
Ne donnons pas à ces négociations avec l'Iran un mois ou deux de plus. Nous savons que les Iraniens vont essayer de faire traîner cela aussi longtemps que possible. Pour eux, les négociations sont une tactique de temporisation. Et donc, si Netanyahou a l'impression d'être pressé par le temps, il veut régler cela et en finir le plus vite possible. Donc, il ne veut pas non plus voir l'Iran et Trump jouer la montre sur cette question politique. Il joue toujours un rôle, que cela nous plaise ou non. C'est la réalité. Et pour Trump, ça joue aussi. Les démocrates arrivent bientôt. Et sur le plan intérieur, beaucoup d'Américains ne veulent pas voir les États-Unis s'embourber dans un conflit militaire au Moyen-Orient. Et ils regardent aussi ce que Trump a fait au Venezuela en éliminant Maduro, et ils pensent que Cuba pourrait tomber dans un mois ou deux. Donc, on voit que Trump pourrait très rapidement se forger une réputation de provoquer des changements de régime partout, et Trump ne veut pas ça non plus. Et c'est pourquoi vous avez Vance qui sort et qui dit, vous savez, il vaut mieux que ce soit le peuple iranien qui le fasse, parce que c'est mieux. Du point de vue intérieur de Trump, s'il n'est pas perçu comme celui qui renverse les régimes les uns après les autres à travers le monde. Donc oui, la politique israélienne joue un rôle là-dedans, la politique américaine aussi, et peut-être que cela ne devrait pas être le cas, mais c'est simplement la réalité. Alex, parlons de Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale de l'ONU auprès de l'autorité palestinienne, des Palestiniens, de plusieurs pays européens et de l'ONU. Le chef Antonio Guterres s'est distancé de Albanese. Elle a fait des commentaires horribles, antisémites, anti-israéliens, disant qu'Israël était l'ennemi commun de l'humanité. Après tout ce temps, les principaux pays de l'ONU, comme l'Allemagne, la France, l'Autriche et l'Italie, déclarent ne pas partager ces positions. Concernant Israël, eh bien, dites-nous ce que vous ressentez vraiment, Francesca Albanese. Elle a été à la tête de l'appareil de propagande du Hamas pendant toute cette guerre, et il n'y a pas que Al Jazeera. Vous savez recevoir des financements du Qatar, vous. Elle est la rapporteuse pour les territoires palestiniens aux Nations Unies et elle a diffusé tous les récits possibles. Qu'Israël commet des crimes de guerre, qu'Israël est un occupant, qu'Israël est un colonisateur, qu'Israël commet un génocide, qu'Israël utilise la famine comme politique de guerre. Elle fait cela librement et les déclarations qu'elle fait sont reprises par la Cour pénale internationale, par la Cour internationale de justice. Al Jazeera l'invite régulièrement comme vedette. J'étais récemment à une conférence sur la Hongrie et les relations euro-israéliennes et j'ai mis Al Jazeera juste pour voir ce qui se passait ce jour-là. Parce que vous allumez la télé et la seule chaîne qui va vous donner une couverture de ce qui se passe en Israël et à Gaza, c'est Al Jazeera. Alors je l'ai mise, je voulais voir à quoi ressemblait la couverture. Ils avaient Francesca Albanese en direct pendant plus d'une demi-heure sur Zoom sur Al Jazeera. Elle ne faisait que critiquer Israël avec tous les mensonges de propagande possibles. Et je pense que la question ici, c'est de savoir pourquoi tous ces pays ont mis autant de temps à enfin se lever et dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'elle dit. Et ensuite, la question est, pourquoi l'ont-ils finalement fait, s'ils lui ont permis de dire tout ce qu'elle racontait pendant si longtemps? A-t-elle dépassé les limites ici en disant qu'Israël est l'ennemi de toute l'humanité commune? Oui, c'est une limite, mais il me semble qu'elle les a dépassées depuis longtemps. Mais je suis content de voir enfin la République tchèque, la France, d'autres pays, l'Autriche et d'autres encore se lever et dire que cette dame et ce qu'elle fait sont inacceptables. Même aujourd'hui, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, prend ses distances avec certaines de ses déclarations. Mais la prochaine question est, va-t-elle être démise de ses fonctions? En même temps, Alex, ces idiots utiles à Hollywood ont rédigé une lettre cette semaine pour soutenir Albanese. Je pense que Mark Ruffalo et un tas d'autres qui critiquent d'Israël depuis des années soutiennent ce qu'elle dit. Ouais, je veux dire, et si tu veux comprendre pourquoi tant de gens dans le monde, tu sais, prennent parti pour cette position violemment anti-Israël, c'est parce que tu as des gens comme Albanese qui siègent aux Nations Unies, parce que tu as des antisémites comme Karim Khan, tu sais, le procureur principal à la Cour pénale internationale. C'est parce que Al Jazeera fait partie de la stratégie que le Qatar a mise en place pour soutenir la cause du Hamas, de Gaza, des Palestiniens, des Arabes.
Tout cela est conçu pour isoler Israël. Sur le plan diplomatique, tu sais, le premier ministre parle de cette guerre diplomatique comme du 8e front, mais à bien des égards, c'est le premier front. Parce que c'est le front auquel Israël, jusqu'à présent, n'a pas de réponse. Ils n'ont jamais su comment vaincre les Albanaises du monde. Peut-être que maintenant, nous allons voir un renversement de tendance alors que des pays commencent à se détourner des propos qu'elle a déversés. Voyons s'ils ont le courage de renvoyer cette haineuse des Juifs. Cela aurait dû être fait depuis bien longtemps. Et Alex, nous sommes presque à court de temps. Mais passons au dernier sujet d'aujourd'hui. La fête du Ramadan, cette période d'un mois de réflexion, de paix, de charité et de jeûne dans le monde islamique et musulman, commence ce jeudi 19 février. Il y a tout un processus pour déterminer quand commence le Ramadan en fonction du calendrier lunaire. Malheureusement, cette période de paix et de réflexion en Israël est, au fil des années, devenue une période de terrorisme. Ironiquement, mais très tristement, les forces de sécurité israéliennes sont en alerte maximale. Cette année ne fait pas exception, nous restons en alerte maximale à l'approche du Ramadan. Est-ce ironique? Le Ramadan a toujours été associé à une augmentation du terrorisme à travers Israël, et c'est peut-être parce que les gens jeûnent pendant la journée et qu'ils deviennent peut-être irritables, pour ainsi dire, parce qu'ils ne mangent pas, surtout lorsque le Ramadan coïncide avec l'été et que le jeûne est plus long. Maintenant, c'est peut-être un peu plus facile parce que le Ramadan ne tombe pas pendant les mois chauds de l'été et que le coucher du soleil arrive, un peu plus tôt. Mais cela pourrait aussi être parce que les Arabes ici passent plus de temps dans les mosquées et quand ils passent plus de temps dans la mosquée, ils reçoivent l'incitation qui vient des mosquées. Vous savez, il n'est pas nécessaire d'être un grand érudit islamique ou un expert en langue arabe pour savoir, comme moi le vendredi après-midi quand je nettoie ma maison pour Shabbat, que tout à coup, le sermon de la mosquée est diffusé à plein volume sur les haut-parleurs et l'imam de la mosquée hurle son prêche. Il ne l'explique pas avec la gentillesse d'un rabbin lors d'un sermon. Ce type, il hurle un sermon et quand il crie à propos de Yahoud au milieu de son sermon, il ne parle pas de la façon dont la paix et la tolérance devraient prévaloir et de la nécessité de se réconcilier avec nos voisins juifs et chrétiens. Non, vous savez, le problème, c'est que alors que certaines personnes pourraient dire que le Ramadan est un mois de paix, pour d'autres qui sont des fondamentalistes islamiques, le Ramadan est un mois d'incitation. Et je pense que nous avons eu de la chance que pendant ces 2 années de guerre, depuis le 7 octobre, il n'y ait pas eu d'intifada massive et ouverte. Il y a certainement eu une série d'attentats terroristes. C'était assez constant, mais nous avions déjà cela avant le 7 octobre. Il y avait vraiment de grandes craintes ici qu'avec le 7 octobre, qu'avec l'offensive israélienne à Gaza, on commence à voir de plus en plus d'attentats terroristes et même des émeutes venant des quartiers arabes. Comme nous l'avons vu en 2021, la dernière fois qu'Israël est entré dans la bande de Gaza, on a vu des villes comme Ramla et Lod. On a vu plus d'attentats terroristes à Jérusalem, plus d'attentats terroristes en Judée et Samarie. Rappelez-vous que le Hamas n'est pas isolé uniquement dans la bande de Gaza. Le Hamas a des cellules terroristes en Judée et Samarie. Ils ont des cellules terroristes à l'intérieur de Jérusalem et dans d'autres régions. Et donc, surtout maintenant, si vous considérez qu'Israël pourrait reprendre l'offensive dans la bande de Gaza, après quelques mois de ce que j'appellerais un calme relatif, même si la situation n'est pas complètement terminée, mais c'était relativement calme, si les FDI y retournent, lancent une nouvelle opération terrestre. Plus précisément, si cela se produit durant le Ramadan qui débute la semaine prochaine, vous pourriez de nouveau constater une hausse des attaques terroristes provenant de Judée, Samarie, Jérusalem et d'autres lieux. Alex, nous n'avons plus de temps, mais espérons le meilleur. Espérons que ce Ramadan ici soit calme et qu'il n'apporte que de bonnes choses. C'est tout le temps dont nous disposons cette semaine pour Jérusalem Minute. JNS TV. JNS TV. Je remercie les personnes en coulisses, Arnold World Glunters à la régie, nos producteurs Zach Sickerman, Esther Edin, le responsable de la station Yuris Veretsky et Ryan Lifshitz. Rendez-vous sur JNS TV pour découvrir notre contenu. Merci à tous. Retrouvez sur jns.org les dernières nouvelles d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif. Excellente semaine à tous.